Bonjour à tous, voici enfin la deuxième partie sur les âges clandestins et aujourd'hui on parle d'amour, de couple. Je vous laisse avec le docteur Bruno Dubos, vous allez apprendre un tas de choses, vous allez comprendre votre couple. Moi, ça me fait penser au couple. Dans le livre, il y a une partie, évidemment, sur l'amour, le couple, le couple parental, le couple conjugal, et puis les règles. Alors ça, il y a un petit endroit, un petit moment où tu parles de problèmes de communication. Ça m'a beaucoup fait rire parce qu'on entend beaucoup que quand il y a des problèmes de couple, ça peut être des problèmes de communication. Tout à fait. Et moi, j'ai découvert une histoire où il y a un couple qui arrive et qui dit, bon voilà, on a des gros problèmes de communication et on vient vous voir pour apprendre à communiquer. Or, ce n'était pas des problèmes de communication, on parle d'âge clandestin. Je te laisse dérouler alors. En fait, les problèmes de communication, c'est la finalité, c'est-à-dire c'est le symptôme. C'est-à-dire qu'on va utiliser des mots, des phrases, pour faire des reproches à l'autre ou dire ce qu'on souhaiterait, etc. Et ça reste effectivement très de l'ordre de la pensée. Parce qu'encore une fois, on considère que si on demande quelque chose à son conjoint et qu'il ne le fait pas, c'est qu'il fait preuve de mauvaise volonté. En général. Ou qu'on n'est pas assez clair dans ce qu'on dit. Ou qu'il fait tout ce qu'il faut pour ne pas comprendre, etc., etc. Et bien évidemment, ça, c'est la fin. Le début du processus, en fait, c'est un problème de synchronisation. Parce qu'en tant qu'humain, quand on construit une relation amoureuse, c'est vrai aussi dans les relations amicales, dans les relations professionnelles ou autres, en fait, pour se sentir en sécurité avec quelqu'un, il faut pouvoir se synchroniser avec lui, ou s'ajuster avec lui. Et cet ajustement-là, il n'est pas que de l'ordre des pensées, mais il est aussi d'ordre corporel et émotionnel. C'est ce qu'on pourrait appeler la sensation qu'on a quand on est sur la même longueur d'onde. Donc ça veut dire que le corps s'ajuste dans la posture, dans le rythme de la voix. Tout à fait. Et ça donne une espèce, enfin c'est pas une espèce, ça donne une perception de quelque chose de commun, que l'on partage. Et de fluide. Et que cette synchronisation-là, elle est à l'origine de toutes nos relations amicales, mais donc aussi de nos relations amoureuses. Avec des éléments supplémentaires qui sont des éléments d'ordre sexuel, mais la synchronisation est tout aussi présente. Enfin, je veux dire, c'est du même ordre. Même si ça, c'est plus complexe, une relation amoureuse, c'est quand même plus complexe que la relation qu'on a avec son boulanger. Oui. Voilà. Mais néanmoins, j'espère, à moins que ce soit le boulanger. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on se synchronise aussi avec son boulanger. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un boulanger avec lequel on n'a pas le feeling, et donc on ne va plus le voir. Ah ouais? Ben oui. Si... Ah bah il n'est pas sympa, lui. Même si le pain est bon, on ne va pas le voir. Bah, ça va nous faire poser la question. Systématiquement. Ah ouais. Systématiquement. Et que le fait qu'il n'ait pas l'air sympa, ça veut dire simplement qu'on n'arrive pas à se synchroniser. Et c'est vrai aussi bien évidemment dans les couples, et que lorsqu'on fait des rencontres, on a toujours dans les rencontres des attentes et des besoins. Oui, c'est vrai. Quelle que soit la nature des attentes et quelle que soit la nature de nos besoins. Alors vous allez dire c'est très égoïste, ça l'est et ça ne l'est pas, dans le sens où l'autre a aussi des attentes et des besoins. Et donc en fait, la synchronisation vise à faire en sorte que chacun réponde à peu près aux attentes et aux besoins de l'autre. Et que nos propres attentes et nos propres besoins soient aussi satisfaits. Alors, en totalité, là, c'est le Graal, mais au moins pour une grande partie. Or, nos attentes et nos besoins évoluent selon notre processus de croissance et de développement, c'est-à-dire que nos attentes et nos besoins en tant que garçon ou fille à 18 ans dans une relation amoureuse ne sont pas exactement les mêmes qu'à 25, à 35, à 50, etc. C'est clair. Néanmoins, il y a toujours à chaque fois des attentes et des besoins. Et que le contexte de la relation amoureuse est quelque chose qui crée des chaînes d'expérience dont on parlait au début, très puissantes. On
parlait tout à l'heure du chagrin d'amour ou de la première rencontre, Mm. ça crée des chaînes d'expérience extrêmement puissantes. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que la relation amoureuse est une relation affective, Mhm. sur laquelle on met tout un tas de choses qui font parler. Personne ne sait vraiment ce que c'est que l'amour, d'ailleurs. Enfin, ça fait causer les gens depuis qu'il y a des écrits sur C'est Terre. des ressentis, hein, Voilà. tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. Et qu'en fait, nos attentes et nos besoins s'appuient en matière affective sur nos expériences passées. Or, nos expériences de construction pour arriver à une relation amoureuse, c'est avant tout des expériences qui se produisent dans le cadre familial et dans le cadre amical et qui se développent depuis tout petit. Puisque nos premières relations affectives, ce n'est pas des relations de couple. Nos premières relations affectives, c'est des relations familiales. C'est vrai. Et qu'on va appuyer nos expériences affectives sur ces différentes expériences-là, qui soient d'ordre familial, amical. Et quand je dis familial, c'est au sens large du terme. C'est pas que papa, maman, ou les frères et sœurs. Ses frères et sœurs. Voilà, ça peut être aussi les grands-parents, ça peut être tout un tas de choses, ou même les parents d'une amie ou d'un ami, c'est pareil. Et donc en fait, on va appuyer toutes nos chaînes d'expérience affectives sur ces chaînes d'expérience-là, qui ne sont pas des chaînes d'expérience amoureuses, mais affectives. Mais bien évidemment, lorsque on va, comment je pourrais dire, arriver sur le marché amoureux, on pourrait dire ça comme ça, quand on devient un peu plus grand, ouais. Je dis au passage d'ailleurs qu'on peut être amoureux à 8 ans, puisque c'est juste affectif. Absolument. Donc on peut être amoureux à 8 ans. Et donc effectivement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de relations familiales et amicales. Et en fait, ces chaînes d'expérience-là, qui construisent nos relations affectives et notre façon de percevoir dans notre corps, dans nos émotions et dans nos pensées, les relations affectives, elles sont très directement alimentées par tous ces âges clandestins qui se sont installés au fur et à mesure de relations familiales et amicales, de petits enfants, d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes. Et que, bien évidemment, encore une fois, lorsque on va faire une rencontre amoureuse, les contextes affectifs, alors sont différents parce qu'il peut y avoir de la sexualité, il peut y avoir des choses, mais néanmoins, au niveau affectif, ces contextes-là, on les connaît, de fait, puisque c'est des relations affectives dans lesquelles on a des attentes et des besoins, comme quand on est petit, comme quand on est adolescent. Et que la relation amoureuse ou la rencontre amoureuse est très mobilisatrice d'âge clandestin, puisque c'est un contexte d'une relation affective dans lequel on a beaucoup d'attentes et beaucoup de besoins. Si comment on va dire, si nos âges clandestins sont suffisamment fluides dans nous, c'est-à-dire qu'on a plein de chaînes d'expérience qui sont multiples et diversifiées, et on va aborder la relation amoureuse avec, je dirais, notre état d'adulte dans lequel on va mobiliser peut-être à un moment donné un adolescent. D'ailleurs, on dit bien, hein, même les gens, ouais, je suis amoureux à nouveau, c'est comme si j'ai 15 ans. Mais c'est pas comme si. On revit à ce moment très précis, on a 15 ans. On a 15 ans. Si on a vécu ça à 15 ans. Si on n'a pas vécu à 15 ans, on n'a pas 15 ans. Si on a vécu à 18, on a 18 ans. Ah ouais. Et donc, si les âges clandestins, nos âges clandestins qui sont porteurs de toutes ces expériences de liens affectifs, et pour certains sexuels au début de la vie, s'ils sont suffisamment fluides, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que si dans nous, on a plusieurs âges clandestins et qu'ils sont porteurs d'expériences tout à fait positives, on va en mobiliser plus un, plus l'autre, ou encore un autre. Et puis après, c'est à nouveau l'adulte qui est là et qui est en relation, et en fonction des contextes, un âge clandestin peut se mobiliser et ça ne pose aucun problème. C'est le cas dans la vie de façon ordinaire. Je peux donner un exemple de ça. En tant qu'homme, quand on a passé 38 de fièvre, on est mourant. Ah oui. C'est vrai. Donc, passé 38 de fièvre, on est mourant, et dans ce contexte-là, on n'est pas beaucoup plus vieux que 8-10 ans. Voilà. Et nous, on est des mamans. Voilà. Et ça ne pose pas de problème,
à condition que ce petit de 8-10 ans ne soit là que pendant le moment où il est mourant à 39 de fièvre, et qu'une fois guéri, les choses changent. On est d'accord, parce qu'on n'est pas des mamans tout le temps. Voilà. Voilà. Et que par rapport aux attentes et aux besoins, c'est très juste ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on n'est pas des mamans tout le temps. Donc à ce moment-là, les attentes et les besoins du petit garçon mourant de 45 ans dans son lit a des attentes et des besoins de maternage et de réassurance. Normal. Et que tout ça est, ma foi, finalement assez fluide. Et puis une fois ce contexte-là, une fois qu'il n'est plus là, ce contexte-là, bah, les deux protagonistes redeviennent adultes. Et ça ne pose pas de problème. Là où c'est problématique, c'est quand effectivement certains de nos âges clandestins sont dépositaires d'expériences qui ne sont pas extrêmement positives, ou à l'inverse, que certains de nos âges clandestins n'ont pas pu se développer, c'est-à-dire qu'il y a certaines expériences que l'on n'a pas faites, donc du coup des expériences affectives qu'on n'a pas faites, si on ne les a pas faites, on ne les a pas faites. Et donc forcément, du coup, les attentes et les besoins en matière affective peuvent être tout à fait alimentés par un âge clandestin qui a des attentes et des besoins qui peuvent ne pas être forcément celles d'un adulte. Être en permanence rassuré, être en permanence materné, etc., etc. Et que du coup, là où la synchronisation va se faire, c'est que si dans les relations affectives, un homme, par exemple, mobilise qu'un petit garçon, il va être nettement moins intéressant en termes d'attente et de besoin de synchronisation, entre guillemets, pour une femme qui attend d'avoir en face d'elle quelqu'un de très adulte. En revanche, si cette femme-là elle-même est je dirais, dans des attentes et des besoins de compter pour quelqu'un, de prendre soin de quelqu'un, elle peut tout à fait se synchroniser et de façon tout à fait parfaite et merveilleuse. C'est pas pathologique, ça. D'accord. Et du coup, les attentes et les besoins vont être tout à fait satisfaits pour les deux. Ah oui, donc l'idée, c'est d'être en accord. Et c'est en accord, bien sûr. Mais même dans les âges clandestins et les besoins de et chacun. Tout à fait. Et que nos relations de couple alimentent en permanence la synchronisation de nos âges clandestins. Par exemple, de façon tout à fait ordinaire, un couple qui sort un soir avec des potes et qui se met à rigoler, à faire des trucs incroyables, ils peuvent se synchroniser tous les deux sur des âges clandestins d'adolescents. Ouais, très Et bien. à ce moment-là, ils sont tous les deux adolescents et ça roule. Oui, parce que tu parles dans le livre d'adaptabilité. Voilà. Et quand c'est quand ce fonctionnement d'adaptabilité n'est pas optimal que du coup ça se désynchronise. Là, c'est-à-dire que les attentes et les besoins de l'un ne vont plus être synchronisés avec ceux de l'autre. Et là, effectivement, la tension arrive, l'insécurité arrive, le ressentiment arrive, etc. Et ce qui va arriver, c'est des reproches. Et donc, des attentes qui vont être manifestées verbalement, auxquelles l'autre ne pourra pas répondre, puisqu'il ne peut pas. Donc, le conjoint va interpréter le « je peux pas », non pas comme « tu peux pas », mais comme « tu veux pas ». D'où les problèmes de communication. Voilà. Qui n'en sont pas forcément. Et que je vois, la grande majorité des couples que je vois ne sont pas des couples qui ne veulent pas, mais ne peuvent pas. Ouais. Et quand un conjoint passe son temps à réclamer à l'autre un truc qu'il ne donne pas, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est la grande majorité, il ne peut pas. Et dans ton livre, il y a une petite chose qui m'a un peu amusée. Tu parles des règles implicites et des règles occultes. Donc de couple. Hein. De couple, tout à fait. Je suis conscient que ce dont on va parler là n'est pas extrêmement romantique. Non, mais c'est ultra intéressant mais, et utile. Moi, je vous dis, ne prenez des notes. Ça fait partie de notre façon d'être des humains en relation, avec des enjeux relationnels. Et donc effectivement, dans une relation de couple, on pense souvent qu'effectivement, ce qui compte, alors je ne dis pas que c'est pas vrai, hein, les sentiments, l'attirance, la sexualité, l'envie, les projets, la base, c'est tout à fait vrai. Néanmoins, pour qu'il y ait ça,
toute cette alimentation de couple-là, il faut qu'il y ait cette fameuse synchronisation dont on vient de parler, et aussi, très vite, dans la relation, se mettent en place des règles relationnelles, qui sont des espèces de principes relationnels. Alors, il y a des règles implicites qui ne sont pas dites dans le couple, mais qui se mettent en place assez vite. D'ailleurs, on l'observe que ça se met en place, y compris si des couples très jeunes, dès qu'ils habitent ensemble. Elles ne sont pas énoncées, mais elles sont connues des deux, et puis c'est en ordre, et c'est souvent des règles implicites qui ont à voir avec des choses du quotidien. Ce sont des règles implicites sociétales ou... Oui, alors ça peut être des règles implicites qui peuvent impliquer le couple dans son quotidien, genre c'est toi qui laves la vaisselle, c'est moi qui descends les poubelles, etc. Alors c'est pas dit forcément d'emblée, mais comme s'il y avait une espèce par la mise en mouvement de la relation, il y a des règles qui se mettent en place et avec lesquelles les deux sont tout à fait d'accord, et ça ne pose aucun problème. Et ces règles-là, elles sont du quotidien, mais elles peuvent être sociétales. Genre, moi, de toute façon, dans notre relation, il y a un soir par semaine où je ne suis pas là. D'accord. Okay. Et c'est OK. Mais alors, c'est pas dit, c'est pas forcément dit sur un contrat. Voilà, et on signe tous les deux. Voilà. Mais néanmoins, c'est un contrat. C'est un contrat. Donc, quand il y en a un... Voilà. Et que ces règles implicites, en règle générale, là encore, mobilisent nos âges clandestins parce qu'elles demandent un certain nombre de compétences. Alors, je suis d'accord, certaines ne demandent pas des compétences extraordinaires. Faire la vaisselle ou descendre les poubelles, c'est pas un truc du... Voilà. Mais ça peut être des règles implicites qui ont à voir, par exemple, avec de l'ordre du ménage. Or, dans ce fonctionnement-là, dans ces contextes-là, certains individus, lorsqu'ils sont confrontés à du quotidien, mobilisent des âges clandestins d'adolescents, par exemple, où c'est du bordel partout. Et du coup, ça peut être une rupture de règles implicites. C'est-à-dire que mais ça fait 10 fois que je te demande de ranger, là c'est toujours autant le bordel. Ouais, mais bon, Là, je suis sûre qu'on t'a pas entendu, donc c'était oui, mais bon, oh, je vais pas en mourir non plus, on va pas en mourir, c'est pas grave. Voilà. Et donc, ces règles implicites-là, il y en a plein, et il y en a autant qu'il y en a de couples, et c'est infini. Et puis il y a un deuxième type de règles qui sont des règles occultes, c'est-à-dire des règles qui sont, alors, presque, je dirais qu'elles sont presque pas repérées comme règles par le couple, mais néanmoins elles existent en tant que telles. Oui, puis certaines ne sont pas dites. Et elles ne sont pas dites, cachées, et elles sont quasiment jamais dites. Mais elles sont extrêmement puissantes. Ces règles occultes ont à voir avec des enjeux relationnels, tout le temps, contrairement aux règles implicites qui peuvent être relationnelles ou du quotidien. Les règles occultes, elles sont toujours d'ordre relationnel. Et qu'un observateur extérieur il lui faudrait beaucoup d'attention pour les repérer. Et que des fois, un observateur extérieur pourrait les repérer par en disant mais c'est bizarre, comment ça se fait qu'à chaque fois que je les vois, ça se passe de la même façon. Vous voyez, l'observateur qui va chez ce couple-là, et à chaque fois qu'il y va, le scénario se reproduit, et il se reproduit la même chose. Les règles occultes, c'est des règles relationnelles. Je pourrais donner un exemple. Ça pourrait être, par exemple, lorsque l'on va chez tes parents, la règle, c'est que tu me protèges parce que ta mère, elle m'aime pas. Mais c'est pas dit. Mais c'est pas dit. Mais c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que c'est pas dit verbalement, mais ça peut être dit ou manifesté de façon corporelle, dans effectivement quelque chose dans ce contexte-là qui nécessite que se mette en place une règle relationnelle. Et que si cette règle relationnelle n'est pas respectée, immédiatement, il y a un rappel à l'ordre, mais ce rappel à l'ordre, ce n'est pas un rappel à la règle, c'est une dispute. Ou des reproches, sur autre chose, le plus souvent. Voilà. Parce que tu dis occulte, c'est pas dit, mais est-ce que c'est connu de la personne elle-même? Alors, c'est presque pas connu. De la personne qui le vit, hein, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que
Et là encore, on retrouve nos âges clandestins. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un défi majeur quand on est adulte, c'est d'être grand avec nos parents. C'est toujours extrêmement difficile. En tant qu'adulte, être adulte avec nos parents est quelque chose de très très difficile. Parce que nos chaînes d'expérience sont des chaînes d'expérience d'enfants et d'adolescents avec nos parents. Et donc lorsqu'on revient chez eux, la relation avec eux crée un contexte qui peut mobiliser des âges clandestins d'enfants ou d'adolescents. Je dirais même que eux se prennent souvent dans une posture de parents en oubliant que leurs enfants grandissent. Donc ils sont eux-mêmes dans des âges clandestins. Mais bien évidemment, ils restent dans des postures de parents comme s'ils avaient des enfants de 8 ans. Comme s'ils avaient des Mais enfants. c'est quelque chose qui n'est pas pensé. Le contexte mobilise ces âges clandestins-là. Pour des parents qui ont 60 ans, eh ben, ça mobilise des âges clandestins de parents de 30. Et pour nous, c'est pareil. Donc vous imaginez bien que s'il y a une règle occulte sur quand on va chez tes parents, tu me protèges parce que ta mère m'aime pas, pour faire ça, il faut être grand. Oui. Si à ce moment-là, monsieur ou madame se retrouve à avoir 8, 12, 14 ans, c'est très compliqué. Donc il ne comprend même pas en fait. Non, alors souvent c'est bizarre, je ne me suis pas rendu compte. Je me suis pas rendu compte que que ma mère elle t'avait fait une réflexion. Moi j'ai pas écouté, j'étais pas là, je savais pas, j'ai pas vu, j'étais dans la cuisine. Vous voyez, avec des tentatives d'évitement qui sont en fait non pas liées à je veux pas te protéger, mais c'est qu'à ce moment-là, c'est pas dans l'absolu. À ce moment-là, dans ce contexte précis, si un des deux conjoints se retrouve à avoir 8 ans, et pas 50 ou 40 ou 30, il peut y avoir effectivement une rupture de cette règle occulte. Et qu'après, le scénario se répète, et en boucle, de façon répétitive. Mais je pourrais dire la même chose, souvent d'ailleurs ce qui se passe dans ces processus-là. Certains et certaines d'entre vous connaissent ça. Il y a des hommes ou des femmes d'ailleurs, même âgés, qui boudent. Oui, c'est vrai. Voilà, ils boudent. C'est genre, c'est vrai. Il y a quoi? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Mais si, je vois bien quelque chose. Non, je te dis, il n'y a rien. C'est de la bouderie. Or, la bouderie, c'est un contexte particulier relationnel qui mobilise des enjeux sensoriels, émotionnels et de pensée qui peuvent mobiliser, à ce moment-là, un âge clandestin de tout petit. Parce que quand on est adulte, on boude pas, on dit ce qu'on pense, voilà. Mais si à ce moment-là, dans l'enjeu relationnel et le contexte alimente des sensations et des émotions qu'un petit connaît, on peut tout à fait, dans une dispute, avoir à la fois une rupture de règle occulte et l'autre en face se met à bouder. En fait, ça change tout. De connaître les âges clandestins, ça change tout parce que du coup, on ne voit plus la relation de la même manière. Tout à fait. On se dit, là, il est dans son âge clandestin de tout petit de 5 ans, on va le laisser faire son petit boudin, on est d'accord. Voilà. De quelle manière un âge clandestin peut prendre le contrôle dans le couple? Eh bien, en fait, comme les enjeux relationnels et la synchronisation font appel à de la synchronisation sensorielle, émotionnelle, et donc la façon qu'on a de penser la relation, ces éléments-là, comme je disais, comme c'est affectif, ça mobilise énormément nos chaînes d'expérience, donc nos âges clandestins. Et qu'il se peut effectivement, lorsque, comme je disais tout à l'heure, certains âges clandestins sont présents très souvent parce que c'est pas fluide, parce que d'un point de vue affectif, les expériences, c'est les seules dont disposent les individus pour tout un tas de raisons. C'est-à-dire qu'ils ont peu d'expériences affectives d'adultes, ils ont des expériences affectives d'enfants ou d'adolescents. Et ils ne peuvent, dans la relation de couple, que mobiliser un âge clandestin qui, le dernier qui est là, si j'ose dire, et pas les autres, puisqu'ils n'existent pas. D'accord. Et donc, forcément, ils peuvent prendre le contrôle, mais quand je parle de contrôle, il faut être deux. C'est-à-dire que un âge clandestin d'un des membres du couple va être prédominant et il va être là tout le temps dans la relation de couple, mais il faut qu'en face, le conjoint ou la conjointe se synchronise avec cet âge clandestin-là. Si elle ne se synchronise pas,
effectivement, ça aboutit à de la désynchronisation, voire à des ruptures. Alors, quand un âge clandestin d'un tout petit ou d'un ado, allez, il se met en place, et que l'autre, il est pas du tout dans la même synchronisation, mais plutôt dans sa façon d'être adulte, oui. On ne peut pas se synchroniser à venir dans un âge clandestin et d'enfant. Non. Et c'est bien pour ça que dans l'évolution, la croissance d'un couple, quand un couple se développe, chaque individu du couple développe des âges clandestins d'expérience d'adulte au fur et à mesure. Dans le développement du même couple. C'est ça que tu me dis. Et qu'effectivement, il suffit qu'il y en ait un des deux. Je peux donner un exemple. Un homme ou une femme qui se synchronise et qui a en attente et en besoin on va dire comme un adolescent de 15 ans ou une adolescente de 15 ans avec en face soit aussi une adolescente ou un adolescent ou une maman ou un papa. Voilà. Il suffit que un des deux se développe, soit parce qu'il change de travail, il fait d'autres rencontres professionnelles, il fait une formation, il fait je sais pas quoi, il a une promotion, et du coup ça le fait grandir, entre guillemets. Ouais. Donc il va commencer à développer des chaînes d'expérience d'adulte. Ses attentes et ses besoins vont changer. Et donc ce couple-là qui fonctionnait de façon remarquable se retrouve en désynchronisation parce que, comme tu disais, le conjoint va attendre de l'autre qu'il grandisse, entre guillemets, et que dans la relation, il mobilise autre chose qu'un adolescent. Mais si c'est pas possible, c'est pas possible. Et donc ce qui se produit très souvent, c'est effectivement des disputes et de la désynchronisation qui aboutit, dans ces cas-là, quand ça peut pas se resynchroniser, malheureusement, à des séparations. Parce que du coup, c'est plus possible. À la fois, celui qui est dans un ressenti sensoriel, émotionnel et relationnel de 15 ans va renvoyer à l'autre qu'il a l'impression qu'on ne le comprend plus. C'est vrai. Voilà, et qu'on lui demande des choses qu'on ne lui demandait pas avant, et avant ça fonctionnait, et puis maintenant ça ne fonctionne plus. Pourquoi ça ne fonctionne plus maintenant alors qu'avant ça fonctionnait? Et l'autre va dire non mais moi ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus. C'est ça. Et donc ça aboutit malheureusement, bien souvent, à des séparations. Oui, parce que les âges clandestins doivent être mobilisés de façon ponctuelle, fluide, adaptable à la situation et à l'autre. Tout à fait. Et du coup, cette partie de synchronisation fait que le couple fonctionne, le couple donc amoureux, mais aussi amical, professionnel, etc. C'est tout un ensemble. Tout à fait. Et en permanence, comme c'est des enjeux affectifs, et c'est des contextes relationnels qui mobilisent des sensations, on fait en permanence avec nos âges clandestins, tout le temps. Oui, c'est ça. Alors, vous avez aimé la deuxième partie sur les âges clandestins ? On se retrouve très vite pour la troisième partie avec le docteur Bruno Dubos. Et en attendant, si vous le souhaitez, vous pouvez partager cette vidéo, liker, vous abonner et commenter aussi. Juste une petite précision parce qu'on me le demande très souvent. Quand je dis de vous abonner, en fait, il s'agit juste de cliquer sur abonnement. C'est totalement gratuit sur YouTube. Il y a juste à cliquer et puis ça vous informe des sorties des nouvelles vidéos. Ça vous permet de les avoir, de ne rien louper sur les actualités de cette chaîne. Pour liker, c'est le petit pouce vers le haut. Et il est sympa en plus, parce qu'il fait comme une petite fête à chaque fois. Alors moi, ça me fait plaisir. Et puis bon, ça peut être sympa de le voir. Pour partager, là c'est facile, vous partagez, vous envoyez à vos amis, vous faites connaître la chaîne, vous faites connaître les vidéos. Et enfin moi je les envoie à tout le monde régulièrement, surtout sur les âges clandestins parce que franchement c'est passionnant. Et on se retrouve très très vite. En attendant, je lirai vos commentaires et j'y répondrai.